avant-projet détaillé. Ce qui est important également, c'est qu'à cette étape, l'estimation de l'architecte, c'est celle qui fait foi, comme dans le marché public, et c'est celle qu'on va comparer après l'ouverture des offres des entreprises. On va essayer là de comprendre, c'est vraiment l'actualisation, elle est permanente au niveau du budget de suivi des travaux, mais c'est vraiment cette étape-là qui est une étape de validation vraiment du coût définitif et de la non-évolutivité du projet. Sur cette base, donc, on va lancer toute la partie DCE, dossier de consultation des entreprises, et c'est là, comme vous le disiez, la description, la traduction en fait de la commande via des plans, via des cahiers, des clauses techniques par allotissement est une étape également cruciale. Nous, on n'hésite pas à perdre un mois plutôt, voire plus, à relire en fait l'ensemble des CCTP avec l'architecte. Alors, bien évidemment, autour de la table, on va avoir plusieurs personnes. On va avoir le directeur d'établissement, celui qui suit l'opération, on va avoir un avis technique qui va vous accompagner. Il s'agit de se répartir un tout petit peu cette analyse, l'objectif étant de bien définir les besoins. C'est-à-dire qu'au niveau de la direction de l'activité, on va essayer de plutôt comprendre si au sol on a du carrelage, du parquet, du lino. On a parlé tout à fait de nouveau de la qualité de l'air. Est-ce que les émanations justement des solvants plastiques ou autres est compatible avec l'activité? Et la partie technique va se charger de toute la partie classement de ces matériaux, par exemple à l'usure, à la durabilité, des choses de ce type. Donc vraiment l'analyse des CCTP est très importante pour éviter, dans le cadre du chantier, toute dérive. Et comme on dit, ce CCTP qui doit être signé par l'ensemble des entreprises est un peu la Bible sur le chantier. C'est-à-dire que quand il y aura un contentieux, on va se référer à ces documents pour voir ce que, voilà, pour résoudre tel ou tel choix qui a été fait à la phase d'étude. Une fois que la consultation est prête, en amont, on a travaillé également la répartition de nombre d'entreprises. Il s'agit souvent de travailler avec les entreprises locales, de manière à ce que le chantier se passe au mieux, qu'on respecte éventuellement le développement durable, tout ce qui est voilà, consommation des trafics et autres. Et de manière à vous pouvez faire une consultation publique, c'est-à-dire que vous publiez éventuellement dans les journaux locaux, vous spécialisez votre projet, de manière à ce que vous communiquez l'allotissement et vous communiquez un coût, voilà, ou vous faites une consultation restreinte sur des préconisations des entreprises que l'architecte vous fournit, que par exemple le conseil départemental ou la mairie peut vous proposer de manière à étoffer cette liste. À ce niveau du dossier, est-ce que vous recommandez de recourir au BIM, au Building Information Model, qui permet maintenant d'avoir une vision globale partagée et d'anticiper les éventuels problèmes de mise en œuvre dans le chantier? Alors, c'est une bonne question. C'est quelque chose qui est un tout petit peu nouveau, même si ça existe déjà depuis un petit peu de temps. L'objectif étant que ça, vous pouvez le décider dès la phase de sélection de la maîtrise d'œuvre. Voilà, à savoir si en effet les personnes sont formées. Il faut prendre en compte également en interne, c'est pour ça que je parlais de la réunion de lancement où on définit l'équipe qui va suivre l'opération, savoir si l'équipe a la capacité aussi de pouvoir suivre une opération sur cet aspect. Et les entreprises, bien évidemment, vous pouvez, pour des travaux un peu moins importants, avoir un très bon artisan qui travaille très bien, mais qui n'est pas du tout outillé, qui est donc voilà. Donc pour répondre à cette question, à vous de juger en fait des compétences en interne et des compétences de l'architecte à pouvoir partager. En effet, on gagne en efficacité, en efficience, en rapidité, à pouvoir partager en effet
les informations, les plans, les documents, les détails sur ces nouvelles plateformes, et c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus. Il faut savoir que ça a un coût aussi. Donc voilà, tout ça, il faut l'anticiper. La réponse ne sera pas la même si on construit un lycée dans un centre-ville d'une grande métropole, ou bien si on construit une petite école en milieu rural, quoi. Donc pour l'instant, voilà, on est effectivement sur des gros projets en milieu urbain, où il y a aussi toutes les informations qui vont avec la BIM, mais voilà, pour des plus petites opérations, on n'y est pas encore. Une fois donc l'appel d'offres lancé, vous pouvez opter, sans trop rentrer dans le détail, pour une durée de 1 mois et demi ou une durée plus courte de 3 mois, de réponse en fonction de la taille de l'opération, 3 semaines, pardon, décidément, en sachant que les entreprises, c'est toujours pareil, vont se prendre un peu à la dernière minute. Ce qui est important, c'est pas de lancer une consultation en fin d'année scolaire, puisque les entreprises, c'est là où ils ont tous les gros chantiers, et donc ils ont que l'été, la période estivale pour tout livrer, donc ils seront moins disponibles. Essayez de la lancer surtout avant ou après. Et bien évidemment, l'architecte, toujours dans la phase de l'instruction du permis de construire de recours, vous doit une assistance à la passation de marché, c'est-à-dire qu'il est important que lorsque vous lancez une consultation, que l'ensemble des offres arrivent chez vous, jamais chez l'architecte. Vous prévoyez en effet qu'à une date précise, qui est le règlement de consultation, la réception des offres des entreprises chez vous, vous conviez par exemple un lundi midi, c'est toujours bien de laisser un tout petit peu le week-end, parce qu'il y a toujours des retardataires. Vous réceptionnez les offres lundi matin, par exemple à midi, et l'après-midi, l'architecte est chez vous avec une valise. Vous ouvrez les plis avec l'architecte, vous notez le montant du marché, les options, il peut y avoir des options. Vous redonnez tout ça à l'architecte qui repart avec les offres, et il a 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines pour vous faire une synthèse. Une synthèse qui va, dans un premier temps, vérifier la qualité de la réponse au niveau administratif, c'est-à-dire que si les entreprises ont toutes les garanties, aussi bien administratives, personnelles, financières, assurances, puisqu'on parlait des assurances, et également la qualité de l'offre qui a été fournie, savoir si elle a parfaitement conclu la commande, si les DPGF, par exemple, les quantités ont été vérifiées ou pas, et ils vont vous préconiser par exemple l'homenuiserie, le classement des entreprises, ceux, pas forcément les moins disantes, mais ceux qui ont le mieux répondu par rapport à l'offre. Bien évidemment, cette préconisation avec donc cette conclusion va pouvoir en fait être une étape importante, puisque l'architecte va vous décrire éventuellement les avantages et les inconvénients de chaque entreprise. L'étape suivante étant de recevoir ces entreprises et de voir avec elles, il faut les sentir aussi, savoir s'il y a une souplesse. Vous pouvez négocier par exemple des clauses sociales qui sont le versement de la taxe d'apprentissage à votre établissement. Vous pouvez renégocier éventuellement un petit rabais supplémentaire. L'objectif étant à ce que chaque entreprise puisse... l'objectif, c'est qu'il ne faut pas mettre un couteau sous la gorge. Il faut que l'architecte puisse avoir une certaine latitude pendant l'opération. La conduite d'opération, par exemple, il nous manque une prise, que ce ne soit pas systématiquement un OS ou des travaux supplémentaires. Voilà. Donc, il faut que tout le monde s'y retrouve, il faut pouvoir jauger et surtout savoir quel est le sérieux de l'entreprise que vous avez en face de vous. À partir de là, on part sur la signature de marché. C'est une étape très importante. Cette étape, il faut vérifier plusieurs livrables au préalable. Oui, il faut principalement, c'est le point de non-retour. C'est-à-dire que si vous signez les marchés, au préalable, vous avez confirmé les financements. Soit l'obtention d'un prêt,
soit, je ne sais pas ce qui peut intervenir en termes de financement, mais ou l'octroi d'une subvention. Donc, à un moment donné, si vous passez cette étape, et que vous signez donc les marchés, vous êtes tenu d'honorer la commande, et vous êtes, parce que l'entreprise, elle, va commencer éventuellement à fournir en matériaux, éventuellement, ou précommander des articles. Caler le calendrier d'intervention de ces équipes, et donc à ce moment-là, vous devez pouvoir dire on va réaliser le projet, donc on passe de la phase étude à la phase travaux. Et je pense que à partir de là, il y a toujours une possibilité d'arrêter en cours, mais ça coûte cher. Par exemple, on a eu un cas où le projet était subventionné par le département. Le département avait validé en effet la subvention, mais on n'avait pas reçu l'arrêté qui nous autorisait de commencer les travaux. Le directeur a signé les marchés avec l'entreprise, avec les entreprises. L'entreprise a commencé à donc planifier tout ce qu'on a dit, mais il n'a pas pu commencer parce que si vous commenciez, toute dépense qui était donc engagée n'était pas prise en charge par la subvention. Et donc du coup, un mois se passe, 2 mois se passent, les entreprises ont commencé à appliquer les pénalités de retard, puisque eux aussi, ils ont... le maître d'ouvrage a un certain nombre d'obligations vis-à-vis de l'entreprise avec laquelle vous avez contracté. Eux, il faut qu'ils amortissent leur camion toupie, j'en sais trop rien, il faut qu'ils payent les salariés, en fait. Donc, finalement, l'un dans l'autre, l'ordre a été donné de commencer parce que, de l'autre côté, le fait de payer les entreprises avec les pénalités était supérieur aux travaux engagés et non remboursés par les subventions. Donc voilà, c'est un point de non-retour. Alors, souvent, dans des opérations, toute la phase étude est considérée comme une prise de risque. Bien souvent, on achète donc le terrain au sein des apprentis d'Auteuil pour pouvoir construire, et dans les conditions suspensives, on a l'obtention du permis de construire, donc purgé. Donc à un moment donné, si on n'obtient pas le permis de construire, on a engagé des études qui nous ont coûté un coût, mais on s'arrête là, et en effet, la partie travaux ne peut pas être réalisée, l'acquisition ne l'est pas non plus. Mais voilà, à partir de cette étape-là, il faut bien confirmer les financements, le fait que les entreprises qui ont été sélectionnées répondent donc à tous les critères qui sont demandés dans les CCAP et CCTP, et on bascule sur la phase travaux qui va être décrite par la suite par Robert. Ce qui est important aussi, c'est d'organiser bien évidemment une journée des signatures des entreprises. L'objectif est de réunir l'architecte, de réunir le bureau de contrôle, de réunir le SPS, de manière à ce que tout le monde fasse connaissance. Vous pouvez donc laisser la parole à l'architecte qui va organiser la première réunion de chantier, l'ordonnancement et le pilotage du chantier. Le maître d'ouvrage a un rôle également à jouer. Ça veut dire que si vous avez des contraintes liées par exemple à la facturation, vous pouvez expliquer vos principes de facturation. Voilà, c'est une réorganisation, c'est une réunion d'organisation générale qui va permettre d'asseoir toute l'organisation, mais aussi votre notoriété, de savoir comment vous allez fonctionner avec l'architecte, de manière à ce que les entreprises puissent sentir vos contraintes, les contraintes de temps, de budget, ainsi de suite. Oui. Sur les recours, parce que aussi que quand les recours sont... Complètement. Voilà. Et pour déminer ça, moi j'ai toujours fait ça, la région fait ça, au moment de l'APS, quand l'APS est prêt avec l'architecte, on réunit les riverains autour d'un pot, etc., où on présente l'opération. Ça a permis bien des fois de déminer et d'avoir pratiquement pas de recours du tout. Plutôt que d'attendre l'éventuelle obligation. Je crois que c'est important à cette phase de l'APS, parce que sinon il y a un impact sur le calendrier qui est désastreux. Tout à fait. Il y a un recours qui intervient. Je vais vous raconter une histoire. On avait donc un projet d'acquisition
de locaux en copropriété. Donc on devait donc obtenir le changement de destination des locaux qu'on allait acquérir. On a donc présenté, on a présenté le projet aux assemblées des copropriétaires et in fine, les copropriétaires nous ont dit que si on n'était pas venu, leur expliquer et puis d'amorcer, on va dire, les craintes éventuelles de voir venir éventuellement une activité sociale dans leur copropriété, on aurait accusé un refus de la copropriété sur le changement de destination. Donc c'est en effet important de pouvoir associer les riverains dans la partie du recours des tiers pour enlever les craintes, parce que c'est souvent des craintes. Alors, c'est assez... il peut y avoir des expériences positives et un peu moins. Je pense que comme le dossier est compliqué, et en effet, c'est un choix stratégique de faire cette réunion. Et si d'ores et déjà vous avez le sentiment que ça va partir en clash, il faut vraiment bien préparer cette réunion. Il faut se répartir les rôles en effet entre le propriétaire, le commanditaire, l'architecte, éventuellement un soutien d'un élu ou autre. C'est vrai que ça... Enfin, c'est à juger, quoi. C'est à juger, mais c'est vrai que c'est une question à ne pas négliger de manière à ce que ça passe comme une lettre à la poste. Non, on a une expérience récente sur les constructions qu'on a fait. Heureusement qu'on a fait cette étape-là. On a évité des recours et on a pu modifier notre projet avec deux riverains. Adapter, oui. Et adapter. Et du coup, avoir leur accord. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le recours, il est basé par rapport au droit d'urbanisme. C'est-à-dire que si votre dossier est béton, le risque que vous prenez par rapport à un recours, c'est le calendrier qui risque de s'allonger. En fait, si vous êtes propre en termes de réglementation au niveau du titre de l'urbanisme... C'était sur des vues directes, oui. Et puis sur la prise de lumière. Donc on risquait quand même une procédure. Ce n'était pas la peine de prendre ce risque-là, on pouvait modifier le projet. C'est aussi une question d'éthique. Bien sûr. L'enseignement catholique. Bien sûr. Voilà, c'est ce que je voulais dire. De toute façon, c'est comme la commission de sécurité, comme l'ABF, ainsi de suite. C'est vrai qu'ils vont mieux anticiper que subir complètement. Donc, une fois que les marchés sont signés, on rentre dans la phase de lancement des travaux. Bien évidemment, on a anticipé avec l'OPC, l'architecte, le calendrier du mois de préparation d'études. N'hésitez pas, là aussi, si vous avez par exemple du désavantage ou à peut-être anticiper cette étape de manière à déposer toutes les demandes nécessaires pendant ce mois, de manière à ce que les opérations puissent démarrer dans les bonnes conditions. Un point important également, c'est la préparation, dans la phase préparation aussi, je déborde un peu, mais je fais exprès d'insister un peu sur ce détail, c'est l'installation de la base de vie. Souvent, il y a, du fait de la proximité de l'inspection du travail, ou des choses de ce type, ou parce que vous avez de l'amiante, ou parce que vous avez du désamontage, de déplombage à faire ou autre, quand vous commencez l'opération, bien évidemment, vous êtes amené à faire une déclaration d'ouverture du chantier. Et au-delà, je crois, des 728 000 € des travaux et plusieurs corps d'État et un certain nombre de personnes sur le chantier, vous êtes amené à avoir une base de vie connectée en réseau public, eau potable, ainsi de suite. Nous, on a eu une mauvaise expérience sur une opération. Sur une opération de préparation du terrain, viabilisation du terrain, et on a l'entreprise VRD qui était pourtant un lot séparé de la totalité de l'eau, a commencé les travaux, et le directeur, donc le commanditaire, a été personnellement attaqué en son nom propre, donc hypothèque de sa maison et tout ce qui va avec, parce que la base de vie était une base de vie autonome et pas une base de vie connectée. Donc attention à la réglementation là aussi.
sur certaines opérations. Et le coordinateur de sécurité est là pour vous accompagner sur ce point. Donc là, on suit l'opération. Bien évidemment, l'équipe ou le technicien ou la personne chargée du suivi assiste constamment, donc une fois par semaine, aux réunions de chantier. L'architecte et son équipe va valider les phases d'exé. Les phases d'exé, c'est donc des expressions en fait très détaillées de la mise en œuvre des détails de certaines parties du bâtiment, que ce soit constructif, architectural ou équipement, qui doit être dans certains cas étudié par l'entreprise et validé par la maîtrise d'œuvre par les ingénieurs. Enfin, il y a des allers-retours. On prévoit nous aussi, en plus des réunions des chantiers, une fois par semaine, c'est une réunion de synthèse entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire qu'on se réunit avec l'architecte, l'OPC, en dehors de l'opération pour voir les difficultés qui peuvent être liées à la conduite de l'opération. Cette réunion permet de prendre un certain nombre de décisions qu'on n'a pas le temps de prendre en cours de réunion de chantier. N'hésitez pas non plus à travailler très en amont avec l'architecte sur les ambiances, les couleurs, de manière à ce que vous ne soyez pas amené à choisir dans une réunion de chantier, par exemple, le sol la couleur du carrelage, une autre réunion la couleur des murs, la couleur Un point, alors, notamment sur la question des réunions de chantier, la posture qu'on doit avoir en tant que maître d'ouvrage et ne pas se substituer au maître d'œuvre. C'est-à-dire que vous devez être en retrait par rapport à la tenue de cette réunion de chantier et ne jamais prendre une décision trop hâtive qui peut avoir un impact financier derrière. Donc il faut... Financier à des délais aussi. Et en termes de délai, parce que si vous avez choisi de modifier le revêtement d'une pièce et que les délais de livraison sont allongés de 3 semaines, c'est vous qui prenez la responsabilité de cette décision. Donc il faut vraiment que, en tant que maître d'ouvrage, vous êtes présent à la réunion de chantier, mais vous laissez le maître d'œuvre agir, quitte à avoir un entretien avec ce maître d'œuvre pour voir quels sont les tenants, les aboutissants et les risques d'évolution de calendrier ou de coût. Les entreprises vont vous tester sur l'opération, sur le chantier tout au long. Ils vont vous proposer des solutions XY. Ce qu'on disait hier, c'est que voilà, nous allons faire 5 opérations, l'architecte 15 et les entreprises 50. Donc ils ont l'habitude, ils voient tout de suite, par exemple dans un dossier des consultations des entreprises, les lacunes ou les manquements qu'il peut y avoir. Ils vont vous proposer un prix attractif parce qu'ils savent que derrière, ils vont pouvoir se rattraper plein pot sur des choses qui ont été oubliées. Donc il faut être extrêmement prudent. Nous sommes non sachants. Vous avez l'architecte qui est donc un expert. C'est toujours par l'architecte dans un premier temps. Et il ne faut pas avoir peur de dire sur un chantier, écoutez, moi je botte en touche ou je vous réponds la semaine prochaine. Voilà. Si je peux me permettre une précision, je pense qu'il faut même qu'au niveau des comptes rendus de chantier, le maître d'ouvrage ne soit pas coché comme étant présent, parce que par la suite, dans le cadre de discussions sur des problèmes qui auraient pu être, même si on est techniquement non sachant, moi j'ai eu des expériences où étant présent, coché comme étant présent sur le chantier à la réunion, le maître d'ouvrage a pris une part de la responsabilité. Donc c'est important d'être totalement effectivement en retrait et de ne pas être indiqué sur le compte rendu de chantier. Alors, oui, et puis le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre règlent leurs problèmes en dehors de la présence des entreprises. Il ne faut pas permettre aux entreprises d'avoir des coins pour rentrer dans les failles qu'il peut y avoir dans la relation entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. C'est vraiment important d'avoir une réunion qui soit distincte, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, de la réunion de chantier. Et c'est également là, je reviens à votre question, par exemple, une entreprise va vous proposer un équipement, par exemple un radiateur. Au lieu de mettre un radiateur de cette classe, il va vous proposer quelque chose de différent, parce que moins cher. Il ne vous aura pas dit que néanmoins la livraison est des 3 semaines. Et donc du coup, on part là aussi complètement
en maîtrise du calendrier, et les autres entreprises vont s'engouffrer un peu sur ce point. Vous pouvez être amené, selon la proposition des entreprises, de prendre un certain nombre de décisions, toujours dans le respect de la chaîne, sur des modifications des prestations. Alors, on différencie là les travaux supplémentaires, les travaux modificatifs. Tout à l'heure, vous avez posé une question très judicieuse, justement. Le CCTP est là pour décrire et transcrire votre commande aux entreprises. Si, par exemple, l'architecte, il y a une prévalence, par exemple, des documents sur une opération. Par exemple, l'architecte a dessiné 150 mètres carrés des salles de réunion, 200 mètres carrés, et dans son quantitatif, il a marqué que, par exemple, la moitié. L'entreprise, c'est pas parce que il y a un quantitatif qui a été joint au dossier de consultation que l'entreprise se fie à 100% à ce quantitatif. C'est à elle de vérifier, en effet, les plans. Et ce qui est important, c'est que dans le cadre d'un dossier de consultation, on envoie tous les lots à toutes les entreprises. Hein, on ne fait pas d'économie. Aujourd'hui, on a des moyens de communication qui nous permettent de ne pas dépenser en fait, plus d'argent que ça. Il est important que toutes les entreprises aient connaissance de tous les lots, tous les plans, tous les documents, les avis des bureaux de contrôle, le permis de construire avec les préconisations des commissions de sécurité et d'accessibilité. Imaginez que donc l'architecte a chiffré, enfin a listé dans son quantitatif 50 mètres carrés au lieu de 100 mètres carrés. L'entreprise a chiffré 50 mètres carrés. In fine, de toute façon, votre commande, elle était des 100 mètres carrés, donc vous allez payer 50 mètres carrés. 100 mètres carrés, pardon. Néanmoins, l'architecte a fait une faute, l'entreprise a fait une faute, bien évidemment, donc il est hors de question que les 50 mètres carrés supplémentaires, qui n'étaient pas chiffrés, estimés au départ, soit supporté totalement par la maîtrise d'ouvrage. Donc, premièrement, vous allez demander à l'architecte de trouver des économies, des manières à pouvoir pallier, à l'entreprise éventuellement de proposer des équivalences des mêmes qualités pour pouvoir justement baisser encore le prix, et également hors des questions que l'architecte indexe ses honoraires sur ce nouveau montant. D'accord ? Donc c'est là où on fait la différence entre les travaux supplémentaires, qui est éventuellement une défaillance de la part du maîtrise d'ouvrage d'œuvre, pardon, et la différence entre les travaux modificatifs qui dit, je ne sais pas moi, pour que au lieu d'avoir une porte à peindre, on choisit quand même la porte stratifiée parce que plus résistante, lavable ou j'en sais trop rien. Et donc là, l'architecte a la possibilité d'amender ses honoraires, et il faut que cette prise de concertation, comme on l'a dit, soit faite en dehors des entreprises. Donc, une première décision en interne avec l'architecte, la maîtrise d'œuvre, et de manière à ce que l'architecte puisse se saisir de cette commande modificative et apporter toutes les chances à ce qu'elle soit réalisée dans les délais et éventuellement les coûts les mieux maîtrisés. Tu peux aussi parler des contrats et les ordres de prévalence par rapport aux pièces pour limiter, on va dire, nos responsabilités. Grosso modo, en effet, là c'est des questions que vous pouvez, je ne sais pas tout en tête, mais normalement, si je me souviens bien, un plan qui est dessiné avec 100 mètres carrés, si le CCTP décrit 50 mètres carrés, la prévalence, c'est les plans. Voilà. Il faut, dans le cadre de l'analyse des DCE, dossier de consultation des entreprises, l'architecte va vous fournir donc les CCTP, les cahiers des clauses techniques, les cahiers des clauses communs, les cahiers des clauses administratives qui vont régir la vie de l'opération, du chantier, mais également tous les plans détaillés. C'est-à-dire que vous allez avoir les plans cotés, les plans électriques, les plans VMC, les plans plomberie chauffage, et tout ça, ça doit être en cohésion. C'est-à-dire que aussi les plans, par exemple, des menuiseries. Il ne faut pas qu'il y ait des erreurs des codes entre les uns et les autres. Bon, à un moment, bien évidemment, on va y passer toute la vie, donc à un moment, il faut faire confiance aussi à la maîtrise d'œuvre.
mais il faut être attentif à tous ces détails de manière à ce que la commande ou les entreprises, dans le cadre d'une commande, enfin d'une réponse aux entreprises qui est une réponse courte, plus les choses sont fluides, plus les choses sont viables et plus vous aurez une réponse claire avec une maîtrise d'erreur qui vont suivre. Donc les travaux, une fois que les travaux sont achevés, quand on va se rapprocher vers la réception, on inclut 2 mois, 1 mois et demi, 1 mois au maximum, la sollicitation du passage de la commission de sécurité. Il est important que la commission de sécurité puisse émettre son avis avant la réception de l'opération. Le PV de réception doit inclure les avis de la commission de sécurité. C'est une chose importante. Si vous n'avez pas, parce que délai contrainte, la possibilité de faire passer la commission de sécurité avant la réception, surtout dans le PV de réception, vous mettez sous contrainte et avis et obligation de prise en considération des avis émis par la commission de sécurité. Il ne faut pas oublier de la convoquer, bien évidemment, enfin solliciter le passage, puisque c'est plutôt le terme. Et en amont, bien évidemment, on a eu l'ensemble des RVRAT, donc les documents définitifs de bureau de contrôle, le dossier d'identité SSI. Il y a plein de documents auxquels l'architecte doit veiller à ce que vous ayez l'ensemble de ces documents à disposition le jour du passage de la commission de sécurité. Ce qui est très important aussi, c'est que la commission de sécurité, dans certains établissements, doit pouvoir procéder au passage aux vérifications avec la mise en place partielle, on va dire, du mobilier. Ça aussi, en fonction de la disposition du mobilier, si le mobilier obstrue des sorties de secours, des choses de ce type. Donc voilà. Par contre, faites attention, des fois, la mise en place du mobilier peut générer des conflits liés. Si vous avez, vous savez, plus on approche de la date de réception, plus il y aura des tensions sur l'opération. Les rapports peut-être avec les entreprises et l'architecte vont pouvoir s'étendre. Ça va être un peu difficile. Et certaines entreprises peuvent dire non, vous avez livré du mobilier, ça vaut réception. Précisez bien dans le PV de chantier que si le mobilier est mis en place, c'est uniquement pour le passage préalable de la commission de sécurité. D'accord ? Même si là aussi, pour des raisons XY, on va vous confier les clés du chantier, refusez de réceptionner les clés. Il peut y avoir plusieurs propositions plus ou moins honnêtes de la part des entreprises pour pouvoir justement anticiper sur cette phase. Avoir une réception de fait qui après engage le maître d'ouvrage sur ses assurances notamment, puisque le dommage ouvrage démarre à partir du moment où on a réceptionné le bâtiment et les garanties décennales. Voilà. La réception est une étape juridique dans un premier temps, c'est-à-dire que vous reprenez possession du bien que vous avez commandé. C'est-à-dire qu'à partir de là, le chantier, avant cette journée, le chantier était sous l'autorité de l'entreprise. Donc s'il y a eu du vandalisme, ou du vol ou des choses de ce type, les entreprises sont tenues à remplacer les équipements. Voilà. Et à partir de là, vous avez assuré votre bien. Et vous prenez possession juridiquement de votre bien. J'insiste aussi sur le fait qu'une réception doit être un acte unique pour la totalité des lots. Il est important, vous pouvez réceptionner en phase, quand vous avez des différentes étapes, vous livrez le bâtiment A, B, et C, ainsi de suite, mais par contre, si vous réceptionnez un bâtiment, la réception doit être unique de l'ensemble des lots, y compris VRD, y compris tout ce qui va avec. Normalement, le jour de la réception, les entreprises vous ont transmis à l'architecte. L'architecte a eu le temps de vérifier les DOE, dossiers des ouvrages exécutés.
C'est rarement le cas. Mais ces documents, c'est très important, puisque vous aurez tout le détail des plans de recollement. Vous allez avoir les documents référents aux natures des sols qui ont été mis en place, au classement. Vous allez avoir par exemple les teintes des différentes peintures qui ont été mises en place. Donc c'est un peu un document auquel vous allez vous référer tout au long de la vie de votre exploitation du bâtiment. La réception est également une étape où vous allez, avec l'ensemble des corps d'État et assisté par l'architecte, à visiter la totalité du bâtiment. Il est bien d'accord que vous n'allez pas vous amuser à soulever des dalles des faux plafonds pour savoir si la VMC a été bien raccordée, ainsi de suite. C'est une réception visuelle, d'accord? Vous listez éventuellement les différents désordres que vous constatez. Il y a un délai qui est donné pour la levée des réserves, bien évidemment, et à partir de la date de la réception, commence l'année de parfait achèvement. C'est-à-dire que la loi, que vous soyez en marché privé ou marché public, prévoit une durée d'exploitation d'1 an. Imaginez, votre établissement a été livré en été avec une mise en pression du chauffage et un test de 15 minutes. Vous n'avez pas passé la période de chauffe, donc vous avez un an de parfait achèvement. N'hésitez pas là, pendant cette période, à mettre en place des fiches de désordre. Les fiches de désordre numérotées, vous envoyez à l'architecte ou à l'entreprise, en effet, aujourd'hui j'ai un problème sur le chauffage, j'ai un radiateur qui fuit, et on vous demande une intervention. Vous savez que les entreprises facturent jusqu'à 95% du montant total du marché, et vous avez 5% qui servent en effet à lever la ligne parfait achèvement, ou éventuellement la caution bancaire. Hein, la petite différence, je pense que tout le monde connaît un peu la différence entre les deux. Et ce qui est important, c'est qu'avant l'année des parfaits achèvements, 2 mois ou 1 mois à l'avance, vous organisez une réunion avec l'architecte pour voir si oui ou non ces fiches de désordre ont bien été levées au fur et à mesure. Alors il y a des étapes, hein, il y a des entreprises qui préfèrent abandonner les 5% parce qu'ils ont des marchés juteux à côté et donc du coup manque de personnel. Donc il y a des procédures à mettre en place pendant l'année de parfait achèvement pour pouvoir déclencher en fait une entreprise tiers aux frais de l'entreprise titulaire, et donc il faut attendre les accusés de réception, enfin le conseil juridique est là pour vous accompagner sur ces étapes. Voilà la réception et donc la levée de réserve. Estimez également au niveau de votre calendrier, si possible, à ce que la levée de réserve puisse être réalisée pendant, en amont de l'exploitation. C'est-à-dire que si vous avez par exemple une démarche de l'année scolaire au 3 septembre, faites tout pour que la livraison se fasse de votre opération fin juillet. Vous avez le mois d'août, en fonction des présences, à équiper complètement l'établissement, commencer à ce que les professeurs et les éducateurs puissent prendre possession des locaux et prévoyez pendant ce mois-là, éventuellement, la levée de réserve que vous avez constatée. C'est souvent un luxe, mais bon, enfin, si c'est possible, n'hésitez pas. Voilà. Et la livraison du mobilier, il faut anticiper. Vous pouvez avoir par exemple des interfaces entre le chantier et la livraison du mobilier qui est à la charge directement du maître d'ouvrage. Là aussi, si besoin, si vous sentez que c'est tendu, n'hésitez pas à faire un petit état des lieux, des murs, des choses de ce type, de manière à ce que les entreprises ne disent pas « non, ça c'est votre entreprise qui est intervenue, qui a abîmé les murs et donc du coup je ne prends pas en charge ». Le chantier est toujours sur la responsabilité des entreprises. Voilà. Et donc à partir de la réception, court la période de garantie décennale. Tout n'est pas garanti au même titre. Hein. Vous avez des revêtements ou des menuiseries qui sont garantis sur 3 ans, d'autres qui sont sur 5 ans, 10 ans, ainsi de suite. Donc, et la dommage ouvrage est là pour vous accompagner aussi pendant cette période sur... voilà. Ce qui est important également, c'est de formaliser la fin de l'opération. La dommage ouvrage, par exemple, lorsque les levées de réserve ont été faites, l'architecte doit vous fournir un bilan
de la comptabilité de l'opération. Alors ce bilan ne va prendre en compte que l'ensemble des marchés sous son autorité et ses honoraires. Vous n'aurez pas les bureaux de contrôle, vous n'aurez pas l'espèce avec qui vous avez contracté directement, et vous n'aurez pas en effet le TDC dont on a parlé tout à l'heure qui va vous donner le prix. À partir de là, en effet, vous lancez tout ce qui est la période d'immobilisation, bien évidemment aussi. Normalement, je crois qu'on immobilise à partir de la réception du chantier, mise en service. Et normalement, si le contrat a bien été fait, l'architecte est soldé à 95-98%, et les quelques pourcents qui restent, il est soldé après l'année de parfait achèvement. Alors, et pour que la boucle soit bouclée, une fois qu'on arrive au terme du projet, on a donc le décompte général définitif de l'opération. Ce décompte nous permet, par la suite, de réalimenter nos indicateurs de coûts de construction. Et on parle bien donc d'un montant TDC et d'une surface utile ou d'une surface utile nette en fonction de ce qu'on souhaite. Et c'est continuellement alimenté en fonction des opérations qui se réalisent au sein de la Fondation d'Auteuil, par exemple. Ce qui est également important, c'est que si l'équipe qui a piloté le chantier, l'opération, passe la main à un exploitant, un directeur qui arrive, une directrice, il est important de l'accompagner sur cette phase de livraison. La commission de sécurité va exiger un certain nombre d'observations, c'est-à-dire qu'elle va exiger la formation des équipes, elle va exiger éventuellement des contrats de maintenance. Vous savez que vous êtes tenu, dans le cadre d'un ERP, à souscrire des contrats de vérification périodique avec les bureaux de contrôle, qui sont différents des contrats d'entretien ou de maintenance. Les bureaux de contrôle vont vous accompagner, par exemple, sur tout au long de la vie de l'activité, à lister, par exemple, toutes les dégradations qui ont pu être faites pendant l'année de fonctionnement. Des prises arrachées, des blocs autonomes qui ne se rechargent plus. Même si vous avez un contrat, en fait, avec les entreprises ou les extincteurs, par exemple, un extincteur peut être percuté en cours d'année, pas forcément, remplacé tout de suite. C'est le rôle du bureau de contrôle d'élister toutes ces non-conformités. Et après, vous avez les contrats d'entretien avec un électricien, avec un plombier, qui vont être là pour lever ces observations. Et quand vous avez la visite de la commission de sécurité, ce qu'elle va vous demander en premier, c'est de lui produire ces documents et s'assurer si ces documents, les observations de ces documents ont bien été levées et respectées. Donc, la mise en place à la réception du chantier d'un registre de sécurité, des formations de votre personnel, justement pendant ce mois d'août ou fin août, il est important de programmer en amont justement toutes ces réunions, des formations, de manière à ce que vous puissiez commencer pleinement votre activité en parfaite sécurité. Voilà, les exercices, tout ce qui est référent. Alors, je voulais juste rajouter un petit complément par rapport à ce montage, qui est un montage classique en lots séparés, par rapport à des lots en entreprise générale. Dans ces lots, vous avez des chances d'arriver un petit peu en retard par rapport à la date de réception souhaitée. Et dans les lots séparés, on fait le constat, si en effet on n'est pas vigilant lors de la conduite d'opération, d'acter, de formaliser les retards qui sont imputables à telle ou telle entreprise. On a déjà vu des gros marchés demander aux petits marchés d'assumer la responsabilité des pénalités et de leur payer. Ce qui n'est pas possible quand vous êtes en entreprise générale. C'est-à-dire l'assiette de l'entreprise générale est unique, et donc les pénalités de retard sont dues, et il n'y a pas de possibilité de se défausser de sa responsabilité. Par contre, quand on est en lot séparé, c'est possible de payer des pénalités de retard qui sont minimes par rapport au préjudice qu'on peut subir. Donc il faut être très vigilant lors de la conduite
du projet d'acter, de faire acter par le maître d'œuvre les retards qui sont imputables, quitte à ne pas affecter, quitte à ne pas affecter de pénalité de retard in fine, mais en tout cas, vous avez les éléments pour pouvoir le faire. Si je peux me permettre, pour les bloquer le plus vite possible, ces retards, l'application des pénalités, il faut la faire tout de suite, dès qu'elle apparaît, la retenir sur les situations, et si le retard est rattrapé avant la fin de chantier, les libérer. Mais les appliquer tout de suite, ça vous évite ces mauvaises surprises de fin de chantier, de savoir à qui elle est réellement imputable. Après, on a cette option, en effet. Ça va dépendre aussi des entreprises qui ont été sélectionnées, parce que souvent, on a les mêmes entreprises qui interviennent, même s'il y a des consultations tout à fait concurrentielles. Vous avez, et concrètement, dans les faits, vous avez des entreprises qui travaillent plus ou moins avec les mêmes maîtres d'ouvrage. Donc, ça dépend après du niveau de confiance qu'on a envers les entreprises. Mais bien sûr, si en effet on suit un seul projet et on n'a pas du tout, on va dire, l'habitude de travailler avec telle ou telle entreprise, il est préconisé en effet de les retenir à la source, c'est clair. De toute façon, c'est toujours bon de les contractualiser, c'est un peu l'épée de Damoclès qui pèse sur toutes les entreprises. C'est le rôle de l'OPC de suivre cette partie. Et comme vous dites judicieusement, à la fin, si l'entreprise a fait des efforts, en effet, on décide de ne pas les appliquer ou de les diminuer, ou voilà, tout à fait. Je pense qu'on va passer aux questions. Alors, moi, pour terminer là-dessus, il est très important de démarrer la comptabilisation des pénalités de retard dès le terrassement. Parce que le terrassement, le gros œuvre, ce sont des marchés qui représentent des montants importants, et les pénalités sont des pourcentages sur les montants de marché. Quand on applique des pénalités de retard au peintre, qui est le dernier intervenant, et parce qu'on se rend compte qu'on est en retard, d'une part, ça ne fait pas rattraper le retard, et d'autre part, on ne récupère pas le préjudice qu'on a pu subir, puisqu'on est sur un montant de marché qui est, comparativement aux grosses œuvres, assez faible. Donc, et puis au début du chantier, on a toujours tendance à se dire on va rattraper le retard, ça va aller, etc. Et pourtant, dès le premier jour, si le terrassier intervient avec une semaine de retard, il faut lui comptabiliser sa semaine de retard. D'où l'importance de veiller à ce que le planning général soit sur le chantier et signé par toutes les entreprises. Alors, de mon point de vue, le calendrier général des travaux, il ne doit pas être fait au moment de la signature des marchés, il doit être fait avant l'appel d'offres. C'est-à-dire que quand les entreprises répondent, elles répondent en connaissance du calendrier. Signé par les entreprises. Et au moment de la signature des marchés, bien sûr, signer le calendrier d'exécution des travaux est signé par les entreprises. Surtout vérifier la capacité de l'entreprise. Oui, ça aussi. Oui, ça fait partie du travail de contrôle, de vérification des œuvres. La conformité des œuvres qui est faite par l'architecte doit être faite aussi par l'OPC sur la partie calendrier et capacité à respecter les délais. Mais le planning, c'est une pièce du marché. Le planning est une pièce contractuelle du marché de l'entreprise, bien sûr. Ce qui est important, c'est en effet d'avoir tous les documents doivent être en principe signés en 3 étapes. Donc le calendrier, le CCTP, tout ce qui régit en fait le CCAG, enfin bref, tous les documents administratifs. 3 exemplaires. Un exemplaire d'original signé chez l'architecte, un chez vous et un qui est constamment sur le chantier scellé. Voilà. Des manières, normalement c'est ça, voilà, des manières à ce que, il faudra avoir une version numérisée bien évidemment, mais voilà, l'objectif c'est que sur le chantier vous référez complètement et constamment à cette, voilà. On n'a pas la prétention, même si on a analysé le DCE et qu'on suit une opération, si vous en avez plusieurs c'est d'autant plus compliqué, mais on va se référer, on aura toujours un doute, donc on va se référer à ce document de manière à pouvoir vérifier si, je ne sais pas moi, la baie des brassages était bien compris dans l'eau électricité et que ce n'était pas à votre charge. Je voudrais revenir sur le côté fiscal, notamment la taxe d'aménagement et la taxe foncière. La taxe d'aménagement, c'est recouvré par les services fiscaux
l'exonération est accordée par la DDTM. Et ils sont plus ou moins chatouilleux, notamment sur le bénéficiaire du permis de construire, puisque l'exonération est accordée à l'établissement scolaire. Quand c'est une association propriétaire qui est propriétaire effectivement qui a déposé le permis de construire, certaines DTTM sont un peu réticentes à accorder l'exonération. Et moi, on me pose la question même de transférer le permis de construire d'une structure à l'autre pour pouvoir accorder l'exonération. Et en plus, ils demandent un engagement de maintenir l'activité pendant 5 ans. Bon, ça, on n'a pas de problème pour les écoles, et de maintenir, sinon on peut rembourser. En ce qui concerne la taxe foncière, elle est systématiquement mise sur la base de locaux professionnels, puisqu'on n'est pas des particuliers, donc des professionnels. Quand vous recevez la première taxe foncière après une opération importante, il faut immédiatement contester auprès des services fiscaux en précisant qu'on est un établissement scolaire et les abattements varient entre 20 et 50%. Alors vous ne le voyez pas toujours quand vous faites un agrandissement dans une école, parce que vous recevez une taxe foncière, elle a un peu augmenté, mais elle a augmenté sur la base de locaux professionnels. Donc systématiquement, on peut la contester et on a le dégrèvement sans aucune discussion. Tout à fait. Et dans la question de la maîtrise du foncier, vous avez à savoir, en effet, si en tant qu'utilisateur, puisque vous pouvez déposer un permis de construire, si c'est bien l'utilisateur qui le dépose, il bénéficie d'une maîtrise d'ouvrage déléguée. Juridiquement, vous devez avoir ce document qui vous permet d'avoir des droits réels par rapport à votre propriétaire. C'est pas souvent le cas, mais il faut bien formaliser, puisque vous n'êtes pas le propriétaire du sol, et vous construisez pour le compte du propriétaire, qui est lui, in fine, le propriétaire du bâtiment. Donc il y a des étapes à respecter, et de bien formaliser ce document, ce qui permet à l'établissement éventuellement de déposer le permis de construire. Oui. Mais le problème de la taxe d'aménagement, le bail à construction répond immédiatement au problème. Ouais. S'il y a un bail à construction entre l'association propriétaire et l'objet, le problème n'existe plus. Ou en fait, Quand c'est la propriétaire construit, souvent c'est construit et c'est la propriété. Et donc c'est là que vient avec la DTTM, mais ici ils n'ont pas toujours la même activité. Alors, quand on a une association de propriétaires de type AEP, où on a des statuts qui sont prônés par la Conférence des évêques de France, et là on a bien un lien formel entre l'AEP et l'OGEC, on n'a pas de problème. Par contre, on a des difficultés pour récupérer la taxe d'aménagement quand on a des SCI qui portent la propriété, et c'est vrai que là, c'est beaucoup plus compliqué pour se faire exonérer de la taxe d'aménagement. Il y a une autre taxe. Alors, c'est vrai que vous avez abordé Pardon. Ah, la taxe l'APF-AC, vous en parlez cet après-midi? Oui. D'accord. Bon, alors, ça cet après-midi. Pardon, une question un peu technique. Au niveau de nos obligations que nous avons au niveau des constructions et établissements scolaires, la RT 2012, on sait qu'un promoteur constructeur a besoin de cette attestation RT 2012 pour pouvoir vendre son bien. Quelles sont nos obligations, nous, au GEC, quand nous faisons une construction, à travers cette RT 2012, d'une part réhabilitation et d'une part en partie neuve, sachant que l'impact d'une RT 2012 est entre 20 et 25% de plus par rapport à la base. J'aimerais avoir votre sentiment là-dessus, parce que je n'arrive pas à avoir d'informations concernant ces obligations que nous avons, l'établissement scolaire sur la RT 2012. Sur la construction neuve, c'est clair. La RT 2012, on la doit. Construction neuve, elle est applicable et elle, d'ailleurs, elle détermine l'obtention du permis de construire. Si vous n'avez pas votre document qui précise d'attestation d'un bureau de fluide dans le permis de construire, vous n'obtiendrez pas votre permis de construire. Après, sur la partie réhabilitation, c'est un pourcentage du montant des travaux par rapport à la valeur vénale du bâtiment qui est estimé et qui permet de déterminer si oui ou non vous rentrez dans la RT 2012. En fait, c'est vrai que c'est des obligations qui coûtent cher, qui
qui commence à baisser un tout petit peu, puisque aujourd'hui, certains architectes nous disent que j'arrive à sortir un bâtiment RT 2012 moins 20, moins 40%, au même prix que... voilà. Bon. Après, en effet, sur une réhabilitation, on est plutôt sur une RT élément par élément, donc on va être surtout sur, voilà, sur une application, c'est beaucoup plus sur RT 2005. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, soit les mairies ou les conseils départementaux vous poussent, par exemple pour une école, à mettre des systèmes au-delà de la RT 2012, parce que, je ne sais pas, moyen de com, voilà, développement durable pour la ville, équipement, voilà. Il faut essayer de savoir naviguer un peu là-dedans. Bien évidemment, un établissement scolaire qui est occupé partiellement dans une journée, contrairement à une habitation, ça ne sert à rien d'avoir des épaisseurs d'isolant de murs de 10 cm ou 15 cm. On va plutôt travailler sur une optimisation du chauffage ou éventuellement, voilà, plutôt sur ces aspects-là. Il faut adapter l'application. Il y a des choses qui sont obligatoires, qui vont être minimales pour avoir la certification RT 2012. Mais il ne faut pas aller au-delà. Ce qui est important, c'est l'activité par rapport au classement. Voilà. C'est que ça ne sert à rien de mettre des systèmes de Gaïa, de récupération d'eau, de monter des usines à gaz pour des équipements qui ne fonctionnent pas 24 heures sur 24. Ça veut dire que ça peut se négocier, ça? Alors non, vous avez une obligation de résultat, c'est-à-dire que c'est 50 kVA par mètre carré, voilà, et donc ça, on va être obligé de les respecter. Mais la façon de la mettre en œuvre, ou parce que vous pouvez avoir éventuellement des subventions, et encore entre ce qu'on vous promet et ce que vous avez réellement, il y a une marge. Donc il ne faut pas s'engouffrer systématiquement dans une surproduction de développement durable. Sur cette question-là, il va falloir aussi qu'on soit un tout petit peu en avance. Aujourd'hui, l'énergie grise stockée dans le bâtiment est supérieure à l'énergie qui sera consommée par le bâtiment. Alors, je pense que dans nos bâtiments à nous, vu l'utilisation qu'on en a, c'est sûrement encore plus vrai. Donc, aujourd'hui, il faut quand même qu'on réfléchisse et qu'on se mette à réfléchir à l'énergie grise bloquée dans nos bâtiments, et notamment toutes les questions de réhabilitation de bâtiments, parce que ça va être la question de demain. Et nous, quand on construit pour quelques années. Donc là, les questions d'énergie, et notamment les questions d'énergie de la construction, ça, il faut quand même qu'on anticipe un petit peu cette question-là. Complètement. Vous avez tous entendu parler de la RT 2020, l'État temporise pour le moment. Aujourd'hui, l'énergie grise va être une réelle question. Alors, est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est que l'énergie grise, parce que je vois que tout le monde ne sait pas forcément ce que ça veut dire. La matière grise. En fait, il s'agit de l'énergie qui est produite par l'exploitation du bâtiment, ou par exemple, dans cette salle, par exemple, chacun de vous dégage un potentiel calorifique. L'objectif, c'est que la RT 2020 va aller jusqu'à quasiment la suppression du chauffage. Vous savez, avant, dans nos écoles, on avait tous des chaudières qui faisaient des grosses chaudières. Aujourd'hui, la chaudière à condensation, pour la même puissance, c'est éventuellement une chaudière d'un particulier. Et demain, en fait, nos bâtiments devront être tellement isolés de l'air et du froid, que grosso modo, ne serait-ce qu'en allumant par exemple chez vous la télévision ou en faisant la cuisine, vous aurez quasiment, ou les ordinateurs qui produisent de la chaleur, vous n'aurez quasiment pas besoin de chauffer votre bâtiment. Donc, en fait, bien évidemment, notre devoir est d'aller dans ce sens et de montrer par l'apprentissage, bien évidemment, cette fonctionnalité. C'est quelque chose qu'il faut savoir doser, dimensionner, l'utilisation des matériaux de développement durable également, de manière à passer ce message. Mais ce que je veux dire, c'est que
sur certains débats, on peut très rapidement s'envenimer et aller dans le sens excessif par rapport à... Voilà. Surtout que ce qu'on a encore du mal aujourd'hui, et même si vous avez des bureaux de contrôle qui commencent de plus en plus à se spécialiser dans cette voie, c'est qu'aujourd'hui, on a très peu de moyens de mesurer en fait l'application exacte de ces équipements. C'est-à-dire que, est-ce que vous savez aujourd'hui, sur un bâtiment livré, quelle est l'économie réelle de chauffage que vous avez pu mettre, enfin, qui est faite si vous étiez en théorique, qui était en bâtiment RT 2005 ? Donc voilà, en fait, l'application, la mise en place du développement durable, elle doit s'accompagner avec de l'éducation des utilisateurs, que ce soit en professeur, que ce soit élève ou que ce soit, voilà, mais aussi sur des moyens de... Voilà, ça ne sert à rien de mettre des robinets thermostatiques sur un radiateur et de ne pas le réguler et d'ouvrir les fenêtres. Enfin, voilà, donc l'accompagnement est très nécessaire. Sur l'énergie grise, il y a aussi un autre élément de l'énergie grise, c'est l'énergie qui est nécessaire à la construction elle-même. C'est l'énergie qu'on a bloquée dans le béton, dans la machine qui a qui a décapé le terrain, et c'est toutes ces énergies-là qu'il faut cumuler. Tout à fait, comme le BIM, c'est quelque chose qui peut être exigé dès le départ dans la conduite de l'opération. Le choix de la maîtrise d'œuvre peut être maîtrisé. Par exemple, vous avez un bâtiment que vous démolissez partiellement ou totalement parce que vous avez plusieurs bâtiments sur le site. Nous, on a mis en place, par exemple, la récupération des matériaux de ce bâtiment pour les aménagements des VRD, des choses comme ça. On s'est servi des briques pour des trottoirs. Voilà. Donc, tout ça, c'est des choses qui peuvent être définies au préalable dans votre cahier de charge. Et si justement vous êtes sensible sur cette question, c'est tout à fait démonstratif. Et d'autant plus que sur les questions qu'on évoquait tout à l'heure de collectivités qui imposent aujourd'hui des normes, il faut aussi justement négocier au travers de ces énergies-là en leur disant « mais attention, on a fait des efforts sur l'énergie globale de construction du bâtiment ». Et du coup, ne nous rajoutez pas des éléments sur la consommation d'énergie ultérieure, puisque l'impact du premier élément est supérieur à celle qui viendra après, quoi. Pour les consommations d'énergie, chauffage, éventuellement climatisation, vous avez maintenant les contrats de performance énergétique. Je n'ai pas connaissance dans les bâtiments scolaires, mais dans les bâtiments de logement, et notamment de logement social, on a déjà les premiers retours. C'est-à-dire que ce sont des contrats qui sont maintenant éprouvés. Ça suppose, bien entendu, que vous passiez simultanément pour les fluides un contrat de travaux et d'exploitation sur une durée de l'ordre de 5 à 10 ans. Bien sûr. Dans le CCTP, c'est quelque chose que vous pouvez demander aux entreprises, c'est que ce type de décision peut trancher le choix de telle ou telle entreprise. La mise en place d'un contrat d'exploitation optionnel, le type d'accompagnement, voilà, c'est quelque chose qui peut être décisionnaire dans le cadre de choix d'une entreprise. Et là, on approche au moment du projet du coût global, c'est-à-dire on fait un arbitrage entre le coût de construction et le coût d'exploitation. Il vaut mieux, notamment dans le cas du chauffage, de la climatisation, parfois, et à bon escient, quand on est garanti du résultat, payer un peu plus à la construction pour se récupérer sur l'exploitation, et en plus, on fait œuvre de développement durable et de transition énergétique. Avec un bémol par rapport à du logement, c'est que nos établissements scolaires ne sont occupés que 4 jours par semaine. Et il y a toutes les vacances scolaires où on n'est pas occupé. Donc le retour sur investissement, il est à calculer de façon différente par rapport à une opération de logement. Donc là, il faut bien que les contrats de performance énergétique soient bien pris en compte dans ce sens-là en amont. Là, oui, voilà, encore l'affectation est très importante. Pour rejoindre ce que vous disiez, concernant le... Ça va m'en venir.
sur le coût global, c'est une question très importante. Par exemple, nous, nos contrats prévoient à ce que l'architecte, la maîtrise d'œuvre, étudie 2 à 3 éléments de coût global dans la conception. C'est-à-dire que vous êtes, je ne sais pas moi, dans une zone boisée, exploitation agricole, forestière, autre. L'architecte va dire, écoutez, moi, très bien, je vous mets en place une chaufferie à granulats ou vous êtes en centre-ville, je vous propose le chauffage urbain. Très bien, monsieur l'architecte, nous, on est prêt à vous croire et on ne demande que ça. Mais qu'est-ce qui me prouve aujourd'hui que la solution que vous nous proposez est la mieux adaptée à notre activité, notre taux d'occupation, nos locaux, ainsi de suite. Donc on va demander à l'architecte de faire un comparatif avec son bureau d'études, son économiste, d'un chauffage électrique, d'un chauffage gaz, d'un chauffage urbain, d'un chauffage granulé, et il va nous calculer en effet la différence, mais y compris le coût global avec l'exploitation. C'est-à-dire qu'il va prendre en compte, par exemple, sur 10 ans, 15 ans, l'augmentation de la matière première, le gaz, enfin l'électricité, ainsi de suite. Il va inclure là-dedans le remplacement de la chaudière au bout de X années, de manière à les contrats d'entretien, tout ce qui va être référent en fait à l'équipement, de manière à ce que le choix qui doit s'offrir à vos yeux puisse être le mieux documenté pour que vous puissiez faire prendre la bonne décision. Voilà. Donc le coût global, en effet, là aussi, c'est quelque chose qui est optionnel dans les contrats de l'OLAMOP, mais vous pouvez demander en effet à l'architecte de l'inclure sur les toitures, sur... Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On parlait tout à l'heure de l'assistance maîtrise d'ouvrage. Est-ce qu'il y a une assurance obligatoire pour les AMO? Pour les AMO, on parlait tout à l'heure de l'assistance maîtrise d'ouvrage. Y a-t-il obligation d'avoir une assurance responsabilité civile ou pas si on fait une AMO? Là, on sèche. On va demander aux juristes cet après-midi. Mais en fait, la question est bonne parce que même si vous prenez une certaine décision, par exemple, tout à l'heure vous disiez de faire figurer ou pas le maître d'ouvrage sur les réunions de chantier. Du moment que vous assistez à des réunions de chantier, ainsi de suite, et que vous prenez une décision, de toute façon, il y a des conséquences derrière. Donc, en effet, on verra cet après-midi, on pourra reposer la question. C'est pour ça qu'il est très important de toujours en première ligne d'avoir l'architecte, le sachant. Nous, en seconde ligne, ou éventuellement on ne donne même pas d'avis sur l'opération du chantier, on le traite en dehors vis-à-vis des entreprises. Mais c'est vrai que toute décision est portée à conséquence. Je n'ai pas perçu ça comme ça. J'avais perçu la question comme étant l'AMO a fait une évaluation à 4 et puis finalement c'est 7. Oui. Ce qui est un peu caricatural parce que ça arrive. Mais c'est ça par rapport aux entreprises aussi qui ne ferait pas le boulot comme elle. Alors après, dans le cadre des sinistres, c'est souvent quand il y a des expertises, la dommage ouvrage qui va vous avancer en fait les fonds nécessaires pour pouvoir reprendre votre activité au plus vite. En général, ce qui se passe, s'il y a une faute, les assurances appliquent la règle classique, 50 pour l'entreprise et les autres 50% sont répartis entre l'architecte, le bureau de contrôle, le bureau d'études, éventuellement le maître d'ouvrage. Voilà. Après, c'était ça. S'il n'y a plus de questions, donc on vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que vous arrivez à mieux appréhender un projet et à éveiller en tout cas votre intérêt à vous poser certaines questions, que ce soit sur le début de la phase du projet et lors de la conduite d'opération.
Je vais laisser la parole à Alain. Et peut-être préciser que voilà, les diapos, les slides que vous avez présentés seront disponibles sous quelle forme? Ce matin, un document projeté ou autre vous seront transmis directement à vos adresses mail, puisque vous êtes inscrits de cette façon-là. Et ensuite, bien sûr, cela pourra se retrouver sur le site de la FNOGEC, mais également sur notre site maintenant puisqu'on est actuellement filmé, et tout cela va apparaître sur, je sais plus, sur YouTube. Voilà. Donc maintenant, nous allons nous rendre tranquillement sous la verrière. Il ne pleut pas, je crois. Donc pour prendre un déjeuner, et nous nous retrouverons ici à 14h précises. Merci.